Nous allons démarrer la seconde table ronde que j'ai le plaisir d'animer avec Pyrine, que je vais vous présenter. Pyrine Rodriguez est responsable d'une structure culturelle socio-éducative en banlieue, dans le Val-de-Marne. Elle est très impliquée dans le milieu associatif depuis de nombreuses années, à la fois en tant que militante bénévole qu'en tant que professionnelle. Et j'ai le plaisir de co-animer avec Anne-Marie Viossa, qui est une militante féministe, qui est vice-présidente du conseil d'orientation de l'IEC et activiste de la Barbe, que vous aurez en présentation dans quelques minutes. Alors nous allons vous présenter maintenant nos participantes et participants, car nous avons un participant. Nous allons vous les présenter par ordre alphabétique, ce qui nous a paru être le plus simple. La première participante, Gladys Bernard, est donc membre de la Barbe. La Barbe est un collectif de militantes activistes, on y tient beaucoup, d'un autre genre. Elles investissent, ces militantes, en barbu, le poil au menton, tous les lieux de pouvoir des hommes. Et avec ces barbes, elles résistent à l'hégémonie masculine. Elles rendent ridicule dans leurs actions sur le terrain toutes les situations d'inégalité entre les femmes et les hommes. Gladys Bernard, donc, est une militante barbue et qui va vous parler du groupe éducation, qui est un petit groupe au sein de ce collectif. Gladys Bernard est maîtresse de conférences en histoire romaine à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Elle milite depuis plus de 2 ans à la Barbe et au groupe Éduc, justement ce fameux groupe, et elle a participé avec d'autres barbus au livre collectif La Barbe, 5 ans d'activisme féministe. Elle est responsable de la préparation CAPES, nouveau master MEEF, à l'université, formation des certifiés et des préparationnaires d'histoire-géographie. Et la question principale qu'elle se pose, c'est enseigner l'histoire des femmes, est-elle possible au collège et au lycée? Je vous présente Madame Chala Beski-Shafik, qui est sociologue et écrivaine. Elle est directrice de l'ADRI, qui est l'Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté. En ce qui concerne les recherches dans le domaine du genre, Madame Beski-Shafik a publié plusieurs ouvrages et articles dont on peut citer les 2 plus récents, Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne au PUF, et Femmes en migration, enjeux et défis d'une approche genrée, paru dans Migration et mutation de la société française, état de savoir. Je vais vous présenter maintenant Dimitri Lentellus. Dimitri est proviseur adjoint au lycée polyvalent d'Alembert. Diplômé de l'Université de Paris 1 par Panthéon-Sorbonne, il a une bi-licence d'histoire-géographie. Il a été professeur bivalent de lettres-histoire en lycée professionnel pendant 7 ans, avant d'être proviseur adjoint. Il a travaillé au lycée des métiers de la gestion et de la construction immobilière Samuel de Champin et au lycée des métiers du social et de l'aide à la personne Gabriel Péry. En contact avec des élèves souvent fragilisés par des années de collège difficiles et parfois dans des situations socio-affectives délicates, il a toujours eu à cœur de mener les élèves vers la réussite et l'insertion professionnelle. Considérant ces disciplines d'enseignement général comme des maillons essentiels pour aider les élèves à retrouver confiance en eux, il est un fervent défenseur de la voie professionnelle comme voie de l'excellence. Il a toujours participé à des projets pluridisciplinaires. Je vais vous en citer 3. Un projet inter-établissement Alter Ego de l'Académie de Créteil, Toi hier, moi aujourd'hui, nous demain. Un projet ouvrier d'hier, métier de demain, autour de la valorisation des métiers appris par des élèves. Et l'an dernier, un projet inter-établissement chercheurs d'art en partenariat avec le musée du Quai Branly, mais aussi le projet de Nous à Elle, autour des images et représentations des femmes dans la société. Et je pense que c'est surtout autour de ce dernier projet que nous nous interrogerons, enfin, que tu nous informeras. Et nous avons le plaisir de vous présenter Madame Nadine Plateau, qui est cofondatrice, collaboratrice de Chroniques féminines, revue de l'université féministe, excusez-moi. Madame Plateau dirige actuellement la commission enseignement du Conseil des femmes francophones de Belgique, œuvrant à l'intégration de la perspective de genre dans l'ensemble du système éducatif. Elle est aussi l'organisatrice dans le cadre du Festival de films de femmes Elle tourne de Bruxelles, du prix Cinégalité, qui récompense
une étudiante ou un étudiant ayant réalisé un film de fin d'études novateur et non stéréotypé en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Voilà. Donc comme tout à l'heure, vous allez voir que cette table ronde est vraiment dans la suite, dans la continuité de la première table ronde. Nous allons vous poser 3 questions et nous allons vous demander de la même manière et de manière aussi stricte de répondre en 5 minutes à chaque question pour qu'après il puisse y avoir un temps d'échange avec la salle. Première question. Quel dispositif avez-vous mis en place pour faire la pédagogie du genre et pourquoi ? Quel type d'action plus précisément ? Depuis quand ? Avec quelle aide et avec quels intervenants ? C'est moi ? Voilà. Bonjour, donc c'est dans la présentation que vous avez faite, vous avez précisé les travaux, les écrits que j'ai faits dans le domaine de genre, voilà. Mais par ailleurs, ADRIC, Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté, dont je suis la directrice, fait un travail très important dans le domaine de sensibilisation et formation des acteurs, dans le cadre sur toutes les problématiques liées à l'interculturel. Et quand on dit interculturel, c'est un concept assez vague et très large. Donc je précise, c'est quand même des problématiques de la société moderne, démocratique, actuelle, de toute société, mais la société moderne et démocratique est d'autant plus concernée par les problématiques de l'interculturalité au regard de l'accès aux droits des femmes, notamment parce qu'on est quand même dans un affichage de l'égalité comme un programme politique. Donc l'ADRIC, nous travaillons dans le domaine de recherche-action, de capitalisation de savoir, et la question des rapports sociaux de sexe et du genre est un axe transversal de toutes nos activités. Ce qui fait notre originalité, c'est que nous travaillons sur ces différentes questions, y compris la question de la parentalité, la question de la laïcité, la question de la lutte contre les discriminations, mais nous les interrogeons par rapport à cette dimension du genre et des rapports sociaux de sexe. Ce qui fait quand même une démarche très innovante, puisque je suis persuadée personnellement qu'à partir de mes expériences, qu'il faudrait faire de cette approche du genre ou des rapports sociaux de sexe une approche intégrée, ça veut dire intégrée dans toutes les questions. C'est pas seulement un champ qu'on parle, on ne peut pas dire seulement nous travaillons sur le genre. Toutes les questions sociales et politiques et culturelles peuvent être interrogées par cet angle-là, et c'est là où on gagnera les enjeux. Mais exactement sur la question de l'égalité filles-garçons, à titre d'exemple, nous menons une action très importante, soutenue et initiée d'ailleurs par la région Île-de-France, par le secteur concernant les lycées, et nous intervenons sur la question de l'égalité filles-garçons auprès des lycées sur l'Île-de-France, mais de manière assez innovante. Ça veut dire qu'en fait, nous déclinons cette thématique-là sur 4 thèmes qui ont été observés à partir d'une interrogation des préoccupations des professionnels et des jeunes. Ces 4 thématiques sont les suivantes: la question des violences sexistes et sexuelles, la question de la liberté sexuelle, la question de choix de métier et les orientations, et la question de la laïcité et égalité filles-garçons. Ces 4 thèmes sont travaillés dans un processus de sensibilisation de manière articulée. Premier temps, c'est la sensibilisation des professionnels. D'ailleurs, dans la table ronde précédente, il y avait une actrice de l'éducation nationale qui revenait sur cette nécessité de sensibiliser également l'équipe éducative. Donc, dans notre action, c'est déjà pris en compte. Après, dans un deuxième moment, la sensibilisation des élèves. Et dans un troisième moment, c'est la question des ateliers pratiques pour que les jeunes puissent travailler de manière, par le biais de la médiation, y compris des arts ou des productions artistiques, sur devenir acteurs et actrices de
l'égalité. Je termine par là, après j'expliquerai, puisque cette action, ce dispositif régional dont l'ADRIC coordonne, s'appelle Jeunes pour l'égalité, puisque l'objectif final, c'est que les jeunes, il et elle, ou elle et il, deviennent l'acteur et l'actrice de l'égalité. Et effectivement, après, dans un deuxième temps, je vous expliquerai comment, depuis 3 ans, nous travaillons et quelles sont les leçons que nous pouvons obtenir de ce genre d'action sur le terrain. Merci beaucoup. Dimitri ? Bonjour. Donc, le projet dont je vais vous parler, que j'ai mis en œuvre en fait avec une classe de garçons qui a été inscrit en première électrotechnique, énergie et équipement communicant, en fait est parti d'un simple constat, puisque c'est vrai que lorsque l'on enseigne en lycée professionnel, les 2 lycées dans lesquels j'ai pu enseigner, on remarque qu'une fois que les élèves arrivent dans ce type de filière, les filières sont très sexuées, puisque en général, par exemple en électrotechnique, on a que des garçons pratiquement, et alors que dans les filières tertiaires ou en accompagnement, soins et services à la personne, là on aura davantage de filles. Donc c'est vrai que cette question-là a toujours été un point essentiel pour moi. Comment faire en sorte de continuer à travailler sur ces questions d'égalité filles-garçons. Et donc étant donné que je pratiquais énormément la pédagogie de projet, j'en ai profité pour mener un projet autour de cette question. Et en plus, j'ai voulu le faire avec une classe de garçons et non pas j'aurais pu le faire avec une classe de filles, mais je trouvais que ça avait encore plus d'impact de provoquer un petit peu et de le faire avec une classe entièrement composée de garçons. Donc en plus, j'en suis arrivé à cette idée-là parce que dans mon établissement, des projets avaient été déjà réalisés, par exemple autour de la question des femmes et des médias. Et donc ma classe avait dû, donc ils étaient en seconde à cette époque-là, ils avaient dû tweeter l'événement il y avait un événement retransmis par visioconférence, et eux a été chargé de le tweeter. Et donc bien évidemment, nous on les a laissés faire. En fait, on les avait pas forcément préparés parce qu'on voulait qu'il reste un minimum spontané. Et la spontanéité a fait que on avait droit à des tweets un peu tuer une femme, reste à la maison, etc. Donc il m'a paru essentiel. En plus, le programme de première baccalauréat me donnait l'opportunité de le faire, puisque désormais en première bac pro, il y a tout un chapitre autour des femmes de la Belle Époque à nos jours, des femmes dans la société française de la Belle Époque à nos jours. Donc c'était l'occasion d'aborder cette question et de la rendre vivante. Et aussi, je m'appuyais, étant donné que j'enseignais les 2 disciplines, français et histoire géo, je m'appuyais aussi sur un autre chapitre qui était les philosophes des Lumières et le combat contre les injustices. Donc il s'agissait de partir d'un combat que des philosophes des Lumières avaient pu mener et montrer comment encore aujourd'hui dans la littérature on pouvait mener ce combat-là. Donc j'avais choisi l'angle d'attaque des femmes. J'avais déjà fait un projet autour du recueil de témoignages. Donc là, j'ai décidé de refaire également la même chose, puisque je trouvais que ce contact avec des personnes permettait d'avoir et d'interroger en quelque sorte les trajectoires de chacun, permettait d'aborder la question autrement et pas simplement dire alors l'égalité homme-femme, qu'est-ce que c'est, mais vraiment de partir de quelque chose de concret. Donc on a décidé de rencontrer, j'ai monté un dossier auprès de la région Île-de-France pour avoir un financement, puisque c'est pas toujours évident de monter des projets de grande envergure. Donc là, j'ai fait un dossier de réussite pour tous auprès de la région Île-de-France. Et donc on a décidé de rencontrer 12 femmes. 12 femmes qui soit parce qu'elles militaient pour plus d'égalité, soit parce qu'elles exerçaient un métier dit masculin, ou pour d'autres raisons. Donc on a fini par donc là la démarche a été un peu longue parce que j'étais un peu seul.
étant donné que mes collègues n'adhéraient pas trop. Donc dans cette recherche-là, j'ai fait appel à de nombreux acteurs, comme le Conseil général du Val-de-Marne, la mairie de Champigny, donc la commune dans laquelle j'étais. Et donc, j'ai mis peu à peu en place ce projet pour déconstruire un petit peu les idées reçues sur la question. Donc, vous en saurez plus tout à l'heure. Merci beaucoup. Nadine Plateau ? Oui. Merci. Voilà. Moi, je fais partie d'une association Sophia, qui est une association qui a joué un rôle... je dirais, d'initiation, de réseautage et de lobbying extrêmement déterminant en ce qui concerne tout le développement et l'institutionnalisation des études de genre en Belgique, donc en Belgique pour les deux parties de la Belgique. Et on a mené un certain nombre d'actions depuis 25 ans qu'on existe, dont je ne vous parlerai pas ce soir parce que je n'ai pas le temps. Je vais simplement en parler d'une. Ce sont toutes des actions que nous avons menées depuis 25 ans qui étaient one shot, comme on dit, c'est-à-dire pas nécessairement sans effet, mais en tout cas qui ne sont pas pérennes. Et j'ai choisi plutôt de vous parler d'une action qui n'est pas one-shot celle-là et qui continue à fonctionner actuellement et qui est la création d'un groupe qui s'appelle Grabuge. C'est un joli nom, c'est au pluriel, Grabuge. Grabuge veut dire groupe belge associatif et universitaire en études de genre féministe et sur les femmes, il y a tout dedans. Et ce groupe a été créé à l'initiative de Sophia et de l'Université des femmes, dans l'objectif de pallier l'absence totale d'encadrement scientifique en matière de genre dans les universités francophones. Donc je me limite ici à la partie francophone du pays. Il existe justement, la Belgique francophone est un des rares pays de l'Union européenne à ne pas avoir de master en genre, à ne pas avoir de certification ou de diplomation en genre. Donc il fallait absolument faire quelque chose à ce niveau-là. Alors, j'insiste, il s'agit bien de deux associations féministes qui ont en commun une longue tradition de réflexion critique féministe, à la fois inscrite dans les statuts des associations, mais aussi dans la pratique de ces associations. Et puis d'autre part, elles se situent toutes les deux en marge des structures académiques. Ce qui veut dire évidemment un peu moins de légitimité, enfin beaucoup moins de légitimité, mais d'autre part aussi pas mal d'autonomie dans l'organisation des actions. Alors, en ce qui concerne la mise en œuvre concrète de cette expérience que j'appellerais de pédagogie féministe, Grabuge est vraiment une expérience de pédagogie féministe. Elle s'est faite, alors ça c'est typique des féministes, sans moyens financiers, avec le soutien logistique, il fallait quand même quelque chose, le soutien logistique de deux associations, à savoir Sophia et l'Université des femmes, qui disposent d'un staff de collaboratrices, de coordinatrices, etc. Donc, et avec évidemment, comme vous pouvez imaginer, une bonne dose de bénévolat. Et ce groupe a été créé en 2008, il fonctionne toujours, et je pense que s'il fonctionne toujours de cette manière-là, c'est à cause de l'enthousiasme partagé des organisatrices et des participantes, et d'autre part, à la qualité certainement des rapports, des échanges intellectuels et humains qui ont lieu au sein de ce groupe. Alors la formule est très simple. Grabuge fournit aux doctorants, alors ça s'adresse à des doctorants et des doctorantes, mais il y a une majorité de doctorants, donc je ne vais pas chaque fois dire doctorante et doctorant, je me dirai doctorante, et des étudiantes qui désirent intégrer une perspective féministe dans leurs travaux de mémoire, pour master, ou bien dans leurs travaux de doctorat. Alors, Grabuge leur fournit en fait un espace de formation, de réflexion et d'échange. Concrètement, ça veut dire que chaque année, Grabuge organise des journées d'études et des ateliers méthodologiques. Alors, les journées d'études s'adressent aux étudiantes, et ce sont des journées qui fournissent un bagage théorique. Donc, la matinée en général est consacrée à des exposés sur les méthodologies et les théories différentes dans différentes disciplines d'ailleurs. Et l'après-midi se passe en atelier thématique en général avec des étudiantes et des chercheuses expérimentées venant des différentes universités ou des enseignantes. Et là, les étudiantes présentent leurs travaux et peuvent échanger avec les autres étudiantes et avec les chercheuses plus chevronnées. Ça, c'est pour les journées d'études. Quant aux ateliers méthodologiques, ils s'adressent aux doctorantes
Oui, ok, j'ai fini. Aux doctorantes qui et offre là la possibilité de travailler en fait sur des questions qui sont des questions d'application des théories féministes et des questions d'interdisciplinarité. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Gladys. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette invitation. Alors, je suis la Barbu mystère du programme. En effet, la Barbe a pour principe d'être un collectif anonyme, non pas parce que nous avons honte de nous-mêmes et de notre identité ou que nous souhaitons nous cacher derrière des barbes pour accomplir des méfaits horribles, mais par un souci d'horizontalité, hein, d'égalité entre les barbus. Il n'y a pas de porte-parole officielle, il n'y a pas nous n'inscrivons pas nos noms dans la pierre chaque fois que nous participons à une manifestation. Je vais essayer d'intervenir non pas au nom du collectif en lui-même, mais au nom du groupe éducation à la Barbe. En effet, pour savoir un peu plus ce qu'est la Barbe, je vous renvoie au livre qui a été paru cette année, que nous avons préparé ensemble. Donc, la Barbe est un collectif qui investit des lieux de pouvoir, des colloques, des assemblées où tous les orateurs sont des hommes, des lieux où on ne se pose pas la question du genre. On ne sait même pas très bien d'ailleurs à quoi ça renvoie, et ce dans tous les secteurs. Je ne vais pas vous parler de ce collectif, mais plutôt du groupe éducation, qui est un petit noyau qui, au sein de ce collectif d'action, s'est constitué. Donc vous avez rencontré à la première table ronde Colette Coffin, qui est à l'origine de ce groupe éducation à la Barbe. Pourquoi un groupe éduc ? En fait, la Barbe, comme beaucoup d'associations et de collectifs féministes, reçoit régulièrement des demandes de scolaires, des questions très naïves souvent. Et on a décidé, dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, d'y répondre. Certaines barbues volontaires, donc, qui ne sont pas toutes enseignantes, beaucoup le sont, mais pas toutes, se relaient. Là, aux dernières nouvelles, c'était à peu près 5 barbus qui répondent régulièrement à ces demandes, qui sont nombreuses, depuis 3 ans, des demandes venant de scolaires ou d'universitaires, d'étudiants, des demandes assez larges. On n'est pas donc de pédagogues et on ne répond pas avec des outils pédagogiques validés, labellisés par aucun ministère. On répond au cas par cas. Donc, je vais détailler un petit peu plus les types de réponses en fonction du type de public, puisque nous, c'est la nature de la demande qui conditionne les éléments de réponse ou les autres questions qu'on va renvoyer à nos destinataires. Nous ne prétendons en rien nous substituer à l'école. Toutes les barbus éduques, je le répète, ne sont pas enseignantes. Est-ce que ces questions portent vraiment sur le genre, qui était le sujet de ces assises ? Oui et non. Une minorité des demandes, quelquefois très instruites, constituées, qui émanent d'étudiantes, questionnent tout de suite la Barbe. Pourquoi le symbole ? Pourquoi le nom ? Pourquoi vous avez choisi tel lieu plutôt que tel autre ? Mais ça, c'est une minorité finalement des questions. La majorité des questions portent beaucoup plus sur le féminisme et sur l'histoire des combats féministes. Les questions posées sont souvent très générales et touchent davantage aux questions d'égalité qu'aux questions de genre proprement dites. Donc, quel est le public qui nous a posé des questions et comment y avons-nous répondu ? Sur 2 ans de demande, à peu près, entre mi-2012 et mi-2014, nous avons répondu à environ 80-90% des réponses. Donc, notre taux de réponse est quand même assez important. Nous ne sommes pas un service public, nous sommes un collectif entièrement bénévole. Il y a eu environ 45 demandes faites, passées sur la liste, commentées. Donc 45, ça paraît pas énorme comme ça, mais quand on sait que chacune des demandes demande 2-3 heures, voire plus, de réponses, de préparation, de dialogue, de relecture, c'est quand même un temps assez important. Sur ces 45 demandes, le public le plus nombreux a été 33 étudiantes et étudiants, majoritairement journalisme, communication, études de genre, donc un public déjà assez averti. Je terminerai par ce public ce public. Je vais commencer par le groupe qui nous a moins posé de questions, c'est les collégiens. Un petit peu l'angle mort auprès de la Barbe. Nous n'avons eu qu'une demande d'une enseignante en collège.
Je terminerai cette réponse sur ce cas. C'est un cas intéressant. C'est pour la web radio, une émission de radio entièrement animée par des collégiens au collège Jean Jaurès de Montreuil, 1 heure de questions sur le féminisme auquel une militante de la Barbe s'est soumise. L'émission est encore en ligne. Les questions étaient très variées. Finalement, sont vraiment parties au départ sur la barbe. Pourquoi la barbe ? Toutes les confusions qu'on pourrait faire sur la barbe. Est-ce que la barbe renvoie à l'islam ? Pourquoi avoir choisi ce symbole-là ? De quoi on parle ? Et cette émission est toujours en ligne. Elle détaille assez bien finalement les attentes d'un public très jeune, mais qui a été très minoritaire en 2 ans de demande, puisqu'une seule demande a émané, et plutôt d'une enseignante qui a conduit une classe. Voilà, je détaillerai dans un second tour les demandes des lycéens et étudiants. Justement, c'est toi qui vas continuer sur le second tour, tu vas détailler tout de suite. Et je voulais aussi te demander, y a-t-il une évolution, enfin tu n'as fait des interventions que depuis 2 ans, mais y a-t-il eu une évolution dans les invitations à intervenir des étudiantes, des écoles, des collèges ? Ah oui, ça tombe très bien, je vais pouvoir continuer. Donc, le collège, ça a été un petit peu l'angle mort, j'en reviendrai après, c'est aussi lié au programme scolaire. Au niveau du collège, la place de l'histoire des femmes, du féminisme, des questions d'égalité, finalement, après un intérêt accru du primaire et un intérêt important des lycéens et des lycées professionnels, en collège, on a un certain recul. Les enseignants sont mobilisés sur d'autres questions et les collégiens, à moins d'être très curieux, se posent des questions sur le féminisme, mais ne connaissent pas nécessairement la Barbe ou d'autres associations féministes pour les solliciter. Je continuerai avec un autre public qui nous est cher au groupe éduc de la Barbe, ce sont les lycéens et leurs fameux travaux personnels encadrés, donc qui sont une nouvelle épreuve du baccalauréat, donc qui occupent les élèves de première et de terminale. Et nous avons une 10aine de demandes qui concernaient des lycéens, essentiellement de régions parisiennes ou de régions. Pas tellement de Paris, on n'a pas eu Henri IV, Troubly-le-Grand. On a vraiment plutôt eu des lycéens, des lycéennes, beaucoup de groupes de filles, pas de groupes de garçons, mais quelques groupes mixtes et des groupes de filles qui s'interrogeaient, qui nous avaient vus à la télévision et qui cherchaient à savoir ce que c'était un petit peu que l'action féministe et faire le lien entre féminisme et genre. Et les questions tournent souvent autour du plafond de verre, de l'égalité. C'est un public très intéressant puisqu'on commence toujours par le petit bout de la lorgnette, une action, et on finit par développer des questions beaucoup plus générales. On se rend compte qu'en fait, beaucoup de lycéennes s'estiment très chanceuses et ne pas connaître, en fait, elles ont un discours très positif sur le fait d'être des filles et elles ne voient pas du tout en quoi elles seraient limitées plus tard dans leurs aspirations. Et donc, nous faisons un peu figure des enchanteresses en les instruisant, en leur parlant de chiffres. Elles sont persuadées que le talent, que le mérite fondent la réussite. Et on est obligé d'évoquer ou de questionner et d'évoquer et de dire pourquoi 95% des récipiendaires du prix Goncourt sont des hommes. Est-ce que donc les hommes sont prédisposés à être des écrivains ? Est-ce que tu écris ? Est-ce que toi-même tu aimerais être publié un jour, etc. Et donc au fil de ces entretiens avec les lycéennes, on se rend compte en fait, ou les jeunes étudiantes, on se rend compte en fait que elles entendent parler du féminisme d'un côté, elles travaillent à l'école et elles estiment qu'en fait les luttes féministes, ce sont des luttes d'autres temps ou d'autres lieux. Qu'il y a d'autres pays où les femmes sont victimes de violences, de viols. Elles n'ont pas du tout idée de statistiques sur les violences conjugales. Donc à la fois c'est agréable parce qu'on se dit elles n'ont pas du tout un discours apeuré. Elles ne sont pas du tout... mais en même temps, elles semblent peu conscientes quand même des difficultés réelles des femmes en France, des inégalités salariales. Et on se rend compte au niveau des discours qui nous animent constamment dans l'actualité, qu'au niveau des programmes scolaires, l'inégalité salariale dans les programmes du collège ou du lycée en géographie, il n'y a pas une ligne dans le manuel en fait, quand on veut chercher.
Moi, je ne prends pas des manuels d'histoire-géographie du secondaire quand je veux préparer un cours sur la place des femmes. Je prends une bibliographie féministe. Bien sûr, j'ai recours aux ouvrages dont nous parlons, que nous manions à l'Institut Émilie de Châtelet ou d'autres institutions. Mais dans les manuels scolaires, forcé de faire avec autre chose, ou avec le livre de la barbe pour avoir les derniers chiffres. Mais on a très très peu de chiffres émanant du ministère de l'Éducation nationale, des manuels et des grands principes. Silence radio du côté des SP, dont on attendrait beaucoup, mais on constate que dans les projets de formation, ce n'est quasiment pas inscrit, ou dans le cadre d'une conférence, on ne sait pas trop qui la fera. Le public le plus important, je finirai là-dessus et j'y reviendrai dans un troisième temps, c'est le public des étudiantes, et je peux dire étudiantes moi aussi, à 90% ce sont des filles qui nous ont contactés, des étudiantes pour des projets de master, pour des projets de thèse ou de licence, des exposés sur la barbe, sur le mouvement, demandant beaucoup à filmer. La barbe est un mouvement qui a eu un impact visuel fort, un impact médiatique. Donc, les étudiantes en journalisme s'intéressent beaucoup à la barbe. La barbe s'est beaucoup intéressée aux médias. Donc, un jeu de navigation entre les deux. Il y a une partie des demandes également qui émanent des enseignants. Donc, un est assis à cette table et se reconnaîtra puisqu'il a fait venir Anne-Marie pour une action face à une classe de garçons. Donc, les enseignants nous contactent, on essaye avec leur projet. Encore une fois, nous, on arrive, on n'a pas vraiment de support, on a un bouquin, on a des chiffres, donc on se plie aux demandes des acteurs éducatifs, on se plie aux demandes et à toutes les questions, on y répondra sans aucun problème ni tabou. Alors, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Chala. Peux-tu nous en dire plus, en fait, sur la mise en œuvre des actions de la DRIC, sur les supports, sur l'évolution aussi de ces actions, et avez-vous différents publics? Oui. En fait, pour optimiser mon temps, je vais continuer sur l'exemple que j'ai donné, tout en rappelant que je pense qu'on a intérêt à vraiment varier les thèmes et intégrer l'approche du genre ou des rapports sociaux de sexe sur toutes les questionnements sociaux. Là, on gagnera l'enjeu puisque maintenant on vit un peu une période de crispation et c'est très intéressant de pouvoir aussi développer une pédagogie en décrispant et en décloisonnant les sujets de réflexion. Maintenant, par rapport à ce qui vient d'être dit, nous, notre observation, puisque quand je dis nous, c'est une équipe, puisque nous avons formé plusieurs intervenantes et intervenants qui sont bien sûr moins nombreux, comme on le voit souvent dans ce genre de questionnement, y compris avec Hélène Marquet, on a travaillé avec Geneviève Peuzot qui sont présentes. Alors, si vous voulez, on fait tout le temps une réflexion autocritique sur nous-mêmes aussi, puisque ce n'est pas très facile d'intervenir sur ces sujets, surtout dans un contexte social et politique miné. Donc, on a parlé dans la dernière table ronde. Et effectivement, je pense que ce qui a fait le point positif de notre action, c'était de cette action avec les lycéens, puisque nous avons aussi des autres journées avec les éducateurs, avec les animateurs, avec les différents acteurs du terrain, mais je concentre ma réflexion sur cette action parce que c'est une action très importante qui nous a donné un champ d'observation. Nous avons jusqu'à maintenant eu des séances de sensibilisation avec plus de 1000 membres de l'équipe éducative, dont les enseignants, les infirmières, les assistants sociaux, etc., et les médiateurs et les documentalistes. Et nous avons eu près de 7000 jeunes élèves, filles et garçons, dans les ateliers de sensibilisation de 3 heures, et avec une équipe formée, avec une équipe et avec des séances entre nous pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, par rapport à cette dialectique de rapport entre le travail pédagogique du genre et la question de l'égalité,
je pense qu'il y a un rapport dialectique, puisque si vous voulez travailler sur l'égalité filles-garçons, vous êtes obligé de passer par une interrogation de ces stéréotypes sous l'angle de genre. Vous êtes obligé, donc donc je passe. Alors, quand vous interrogez la question des égalités, si vous interrogez simplement indirectement, personne ne vous dira qu'elle est contre ou il est contre. Donc il faut quand même que la pédagogie devienne plus problématique pour aller voir la régression parfois même. Ça veut dire en fait, quand vous travaillez sur la question, tout en étant d'accord sur le fait que les jeunes filles sont optimistes sur l'avenir, mais nous avons constaté que parfois même, il y a malheureusement les mêmes schémas classiques qui sont en train de se reproduire, mais qui nous échappent, puisqu'on est dans un questionnement direct en disant « Est-ce que vous pensez que vous êtes moins bien que les garçons ?» Non, nous pensons que nous sommes des égaux, nous sommes égales, mais quand vous allez travailler sur la question de la violence, par exemple, vous voyez que non, que dans les lycées, par exemple, même par rapport aux enseignants ou enseignantes, ce qui a été dit d'ailleurs, il y a quand même une sorte de vécu de violence qui n'est pas dit, qui n'est pas formalisé, et qui n'est pas même formalisé sous l'angle de genre, parce que c'est quasi banalisé. Donc il y a la culture pornographique qui est absolument présente, auquel les gens sont quand même exposés, qui travaillent aussi pour cette banalisation. Donc les questions sont très complexes. Donc il y a la question de violence quand vous y amenez, il y a la question de la liberté sexuelle, une de nos thématiques, où vous voyez quand même la persistance des tabous sur la liberté sexuelle, et vous voyez qu'on a quand même du pain sur la planche, et on ne peut pas du tout parler du fait que les jeunes filles se trouvent dans une position égalitaire. Pas du tout, on est très loin de compte. Il y a la question de la laïcité, où quand vous abordez, vous voyez quand même tout ce qui s'est passé autour de questions de mariage, de droits des homosexuels pour le mariage et l'adoption, etc. Vous voyez qu'il y a les préjugés, l'homophobie, et qu'il y a la vie très ancrée dans les milieux scolaires. Et donc, il faut... et après, il y a la question d'orientation de métier, comme votre expérience le signifie. Vous êtes quand même dans une division sexuée très visible. Il n'y a même pas besoin de plaider, tout le monde le sait. Donc, en regardant tout ça, quelle pédagogie mettre en place qui passe un peu le côté est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ça demande quand même, pour avoir mon temps, peut-être que je le laisserai pour après, pour le temps d'après, pour dire, puisque vraiment il y a besoin qu'on puisse concerter et on puisse faire une capitalisation de savoir de différentes formes d'intervention sur le terrain pour arriver quand même à avoir un schéma ou un contenu qui réponde à des enjeux actuels, puisque sinon on a perdu ces enjeux et on le voit au niveau des médias, on le voit au niveau de la société, mais en même temps, je termine par là, il y a une énergie positive, bien sûr qu'il y a une énergie positive, il y a une volonté, là où que ce soit au niveau des acteurs éducatifs, que ce soit, mais il faut que ce soit travaillé par une approche complexe et intelligente qui répondent à des enjeux actuels qui font partie des rapports de force sociale et politique. Ça devient des sujets politiques par excellence. Voilà, je termine sur là. Merci. Maintenant, nous allons donner la parole à Dimitri. Donc, pour poursuivre, moi, je suis donc parti en quête de mes 12 témoins. Donc, on a eu un petit peu moins de personnes que prévu. Mais en fait, c'est vrai que au tout début, j'ai eu quelques difficultés à trouver des contacts. Donc, j'ai envoyé des mails un peu partout. Et à partir de ce moment-là, subitement, en fait, il y a tout un réseau qui s'est mis en place. Et c'était vraiment assez impressionnant parce que à la fin, parce qu'il faut dire que moi j'étais encore dans le quotidien aussi de mon enseignement, donc c'était pas un projet à plein temps, et que en plus je préparais le concours de chef d'établissement, et d'un coup je me suis retrouvé à gérer
énormément de mails et de contacts parce que quand je contactais quelqu'un, en fait j'ai eu un premier rendez-vous avec le centre Hubertine Auclair qui m'a donné énormément de pistes de départ, et après là c'est activé vraiment un réseau, puisque lorsque j'envoyais un mail à une association, elle recontactait quelqu'un ou elle me disait est-ce que vous avez pensé à telle ou telle personne. Donc en fait on a réussi à avoir plusieurs types de témoins, donc on a essayé le but était de les recevoir à partir de techniques que les élèves avaient pu acquérir grâce à un atelier des archives départementales du Val-de-Marne. Donc ils ont appris à recueillir le témoignage d'une personne sans la brusquer, en sachant aussi rebondir sur ce que la personne pouvait dire. Et de l'autre côté, donc on avait cet atelier pour en fait interviewer les différents acteurs, puisque à chaque fois un des élèves tenait le micro, puisque tout a été enregistré de manière audio, et un autre élève posait les questions. Et parallèlement à tout ça, les élèves ont eu 8 heures par groupe d'ateliers photographiques pour apprendre à faire des photos avec une professionnelle, donc Marie-Élise Ovamba. Et donc après les interviews, chaque élève prenait en photo ils étaient par groupe de 2, ils étaient en binôme, et chaque binôme allait prendre une photo du témoin. Donc ils choisissaient l'angle de vue, le lieu pour prendre la photo, et en fait on a réalisé 24 portraits des différents témoins. Et après toutes les interventions, chaque élève a choisi un témoin et a écrit un texte sur la rencontre avec ce témoin-là, et avec les photos plus les textes, on a fait un recueil qui ne va pas tarder à être enfin imprimé. Donc on a rencontré plusieurs types de témoins qu'on a essayé de ranger par catégorie, mais ça n'a pas vraiment de sens. Mais donc on a fait jouer le local, puisque notre première rencontre a été avec les femmes relais du quartier du Bois-l'Abbé dans lequel nous sommes. Donc ces femmes qui sont là au quotidien dans le quartier et qui s'intéressent à de nombreux domaines. Ensuite, on a eu l'occasion de rencontrer à la cité, au musée de l'immigration, Sarah Doraghi, donc qui est journaliste sur France 2 à Télématin et qui est d'origine iranienne et qui a pu nous parler de son parcours et qui a pu mêler cette problématique de migration et en même temps d'être une femme aussi, et de déborder tout ce champ-là et c'était ça l'intérêt, c'est de réussir à déborder tous ces sujets pour montrer que chacun avait une trajectoire individuelle. On a reçu également certaines personnes du milieu associatif, donc Anne-Marie du collectif La Barbe, mais aussi Noémie Leneuf de Oser le féminisme. Et ensuite, on s'est intéressé au champ professionnel, à cette question de l'orientation, et on a eu un partenariat très fort avec une entreprise d'électricité, donc dans le champ professionnel des élèves, donc qui s'appelle RTE, Réseau de Transport et d'Électricité. Et donc on a rencontré 2 personnes, donc Pauline Barthélémy, qui elle a eu exactement le même parcours que les élèves en électrotechnique et désormais ingénieure au sein de l'entreprise, et on a rencontré un homme, donc Jawad, qui lui exerçait un métier dit féminin puisqu'il était dans le service communication et il était entouré de femmes. Donc ça permettait aux élèves au sein de la même entreprise de voir justement les 2 pendants. Et on a eu l'occasion aussi de rencontrer Olivier Baour, qui est le seul délégué à l'égalité homme-femme de France. Sur les 22 régions, c'est le seul délégué qui s'occupe de ces questions. Donc ces rencontres ont pu être très enrichissantes pour les élèves et aborder le sujet de plusieurs manières en fait. Et je précise juste aussi, on a le conseil, par exemple, avec le conseil général et les archives départementales, on a fait aussi de l'histoire autrement, puisqu'on a été accueillis aux archives pour un atelier sur les femmes en Val-de-Marne. Donc on essaie vraiment d'avoir une approche locale et de mettre en perspective en fait cette question-là et de pas simplement se cantonner, comme vous le disiez, à cette question.
Merci Dimitri. Donc Nadine, la même question, les mêmes questions. Oui, alors je vous ai déjà décrit très brièvement le fonctionnement de ce groupe Grabuge et les objectifs poursuivis. Je ne vais pas en rajouter là-dessus, vous pouvez aller sur le site de Sophia ou de Grabuge et vous trouverez toutes les informations relatives à tout ça. Je voulais juste souligner deux aspects du travail de Grabuge qui me semblent justement importants par rapport à ce que j'appellerais entre guillemets une pédagogie féministe. D'abord, il y a la question des disciplines et de la discipline, si tant est qu'on puisse dire que le genre est une discipline. Hein, ça reste encore sujet à débat. Bien entendu, dans les étudiantes, les doctorantes et les enseignantes qui viennent à ces journées d'études, toutes sont ancrées dans des disciplines. C'est-à-dire que chaque étudiant fait un mémoire en histoire, en psycho, en droit, en sciences sociales, etc. Et les enseignantes, les professeurs, c'est la même chose. Donc tout le monde est ancré dans les disciplines. Par ailleurs, Grabuge est un lieu, justement, où les participantes s'approprient des méthodologies et des théories qui sont pertinentes dans le domaine du genre. Et ce sont des théories, des méthodologies qui transgressent les frontières habituelles établies entre les disciplines. Et puis, les participantes vont devoir traduire, d'une certaine manière, ces théories et ces méthodologies dans leur discipline, les adapter à leur discipline. Donc, à ce titre, je pense qu'on pourrait dire que Grabuge fait ce qu'une chercheuse danoise appelait, quand elle parlait des études de genre, elle disait les études de genre, c'est une post-disciplinary discipline, donc une discipline post-disciplinaire. Donc, elle mettait le doigt sur le paradoxe des études de genre, qui sont à la fois, je dirais, un champ, un domaine disciplinaire propre, et puis par ailleurs, c'est une perspective aussi qui intègre l'ensemble des disciplines. Ça, c'est la première caractéristique, je trouve, de Grabuge, dans le travail de Grabuge. Et la deuxième, c'est que ce groupe consacre un fonctionnement, c'est-à-dire les relations entre les membres, entre les participants aux journées d'études et aux ateliers méthodologiques, c'est un fonctionnement qui s'appuie sur, je ne vais pas employer le mot de care parce qu'il est trop mal utilisé n'importe comment, mais c'est un fonctionnement qui s'appuie vraiment sur, je dirais, une attitude de bienveillance, une attitude d'attention, d'empathie. Et donc on est tout à fait aux antipodes d'un climat, je dirais, d'évaluation ou d'un climat de compétition. Ce qui veut dire que ce type de fonctionnement permet en fait permet ce que les Américaines appellent l'empowerment des femmes. Hein. C'est donc un fonctionnement tout à fait horizontal, non hiérarchique, et qui en fait renforce à la fois, je dirais, les individus, les personnes, mais surtout renforce quelque chose qui est de l'ordre d'un réseau collectif. Et d'ailleurs, c'est ça qui se passe, c'est que cet ensemble ces individus qui se retrouvent à ces journées constituent par la suite des réseaux. Et c'est là-dessus que nous tablons pour que les choses changent dans les universités, c'est que, qu'il y ait des réseaux vraiment efficaces, effectifs, et qui puissent convaincre les autorités académiques dans notre communauté française d'accorder un statut aux études de genre. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la troisième question sur les obstacles que vous avez rencontrés, les succès. Voilà, bilan, mini-bilan, des projets, des souhaits, des perspectives, des ouvertures à l'international. Nadine, je vous propose de continuer. Les obstacles, les problèmes, je dirais que l'organisation des journées est de plus en plus pesante. Ça, c'est un peu la rançon du succès parce que ça marche très bien. Et les moyens financiers ne suivent pas. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que Grabuge n'a pas vraiment de légitimité, pas assez, je dirais, dans les milieux académiques. Vous savez tous que les universités snobent les associations qui ne sont ni scientifiques, ni objectives, qui sont militantes, etc. Donc ça c'est le problème. Mais par ailleurs, Grabuge est un succès parce que nous avons à chaque journée de plus en plus de personnes qui demandent à participer. On est obligé d'ailleurs de limiter le nombre parce qu'on n'arrive pas à couvrir l'opération, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 30 personnes à la fois pendant une journée, sinon ça ne fonctionne pas. Et alors, quand même, petite victoire, c'est que le groupe a été reconnu comme groupe de contact FNRS. Donc le FNRS en Belgique, c'est l'équivalent du CNRS en France.
ce qui veut dire que sur le plan pratique, quelques petits avantages, du genre on peut faire venir quelqu'un, on peut payer le transport d'une Française qui vient de Paris, pas de plus loin, mais voilà quoi. Et un petit peu plus de légitimité aussi, parce que c'est reconnu comme groupe FNRS. Voilà, ça c'est quand même déjà des petits succès. Bon, ceci dit, c'est évidemment une situation très privilégiée, puisque Grabuge est un groupe qui s'adresse à des jeunes femmes qui ont envie d'intégrer le genre dans leurs travaux. Hein. Donc, on n'a résolu qu'une toute petite partie du problème. L'autre partie du problème, c'est que les étudiants qui arrivent en première année à l'université puissent avoir, je dirais, une espèce de connaissance basique en matière de genre. Il faudrait en fait qu'il y ait un cours d'introduction dans toutes les disciplines. C'est ça qu'on souhaiterait. Alors là, ça c'est le travail de l'association dont je m'occupe depuis longtemps, et on n'est pas encore au bout du rouleau, enfin au bout du trajet en tout cas. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Au bout du rouleau, non, surtout pas. Merci beaucoup. Dimitri, même question. Alors, en ce qui concerne justement, si on fait un bilan, c'est vrai que l'ensemble de ces rencontres avec des témoins, avec les élèves, on a eu de grands moments, des moments assez enrichissants. Quelquefois, c'était très périlleux. Parce que justement, j'ai oublié une association. En fait, la dernière association que l'on a rencontrée, c'était les Dégommeuses. Donc, une association de femmes lesbiennes ou amies d'eux qui font du football. Donc, c'est vrai que c'était assez périlleux parce que là, il faut quand même se remettre dans le contexte du quartier dans lequel on est. Il y avait pas mal de stéréotypes sur la question. Et là, j'avais envie de dire, je cumulais avec les Dégommeuses. Donc c'est vrai que ça a été une rencontre qui a été vraiment préparée. Et c'était bien parce que c'était la dernière rencontre. Et je pense que c'est la rencontre qui a le plus marqué parce qu'en fait on avait eu toutes ces rencontres précédentes qui ont amené ce moment-là et toutes les réticences qu'il pouvait y avoir étaient totalement effacées parce que véritablement il y a eu un vrai échange. Alors c'est vrai que moi de temps en temps j'avais un peu peur parce qu'on avait une liste de questions. Donc celui qui était chargé d'interviewer posait les questions et après on donnait la parole aux autres. Donc c'était sans filet. Donc toutes ces rencontres étaient vraiment sans filet et on pouvait passer du coq à l'âne dans les interrogations qui étaient posées. Et en fait, ils y allaient comme on était dans un climat de confiance malgré tout. Ils n'ont pas hésité à poser des questions et on a toujours eu aussi des témoins qui n'ont pas hésité à apporter des réponses concrètes aux questions qu'ils pouvaient se poser et ça a permis vraiment de déclencher la parole, de leur permettre aussi d'apprendre à formuler leurs interrogations sur la question et aussi d'arrêter aussi d'avoir peur. On parlait de peur, mais aussi d'arrêter d'avoir peur de ces questions-là. Et donc c'est vrai que il y a eu un gros travail d'explicitation à faire avec ma collègue documentaliste. C'est vrai que on a commencé par une exposition itinérante du Conseil général du Val-de-Marne qui s'appelle Je ne crois que ce que je vois, et donc ça a permis de déconstruire au fur et à mesure les idées reçues. Donc après, même au sein de la salle des profs, ça a permis à certains d'engager la discussion, puisque on était seuls, personne ne voulait forcément participer à notre projet, c'est bien de loin. Et donc ça a permis aux élèves de changer de vision. Et moi aussi, ça m'a permis de me former, puisque il est vrai que l'Académie de Créteil a quand même essayé de mettre en place des formations au sein du plan académique de formation. Donc moi, je me suis inscrit à une formation. J'ai participé après en tant qu'intervenant à une formation pour présenter mon projet. Donc c'est vrai que je suis convaincu que les choses bougent petit à petit et que justement, il ne faut pas arrêter de faire des initiatives et on n'est pas obligé de faire de grandes choses. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je suis proviseur adjoint,
Mais j'ai envie de continuer sur cette voie-là. D'ailleurs, dans le cadre de ma formation, je devais faire une intervention pour me préparer à l'oral. Donc, c'était dans un amphi avec une centaine de personnes. Donc, on devait choisir un thème. Moi, le thème que j'ai choisi, c'était l'égalité filles-garçons comme un enjeu pour l'école de demain. Et j'y crois. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, c'est à partir de petites choses qu'on peut faire bouger les choses. Ne serait-ce que, je sais pas, je proposais par exemple de faire un diagnostic de l'établissement, c'est-à-dire de véritablement analyser les pratiques de chacun, puisque moi, en tant qu'enseignant, ça m'a permis d'analyser mes pratiques, de se rendre compte, par exemple, sur des choses insignifiantes. Lorsqu'on analyse la répartition de la parole, il est vrai que dans une classe mixte, on ne va pas interroger de la même manière les filles et les garçons, et ne serait-ce que de le savoir, on se met déjà dans une autre démarche, et c'est très important. Donc voilà, peut-être que maintenant, ma mission en tant que chef d'établissement, c'est de réussir à mettre en place des choses autour de cette question qui est primordiale. Merci beaucoup. Chala, je vous donne la parole. Voilà, je pense que ça a été dit, ça veut dire c'est un très bon exemple de dire sur le plan micro, on peut faire plein de choses. Ce qui est très important, c'est qu'il faut au niveau local qu'il y ait des initiatives multiples et ces initiatives peuvent réussir, ça veut dire on n'est pas voué à l'échec. Après, par rapport à ce que nous avons fait, les leçons les plus importantes, c'est que si vous voulez multiplier une initiative, il faut une volonté, bien sûr, ça a été dit aussi dans la table ronde précédente, il y a une volonté politique. Et ce qui est très important par rapport à des grandes ambitions, ce sont les actrices et les acteurs du terrain. C'est effectivement, comme on a les personnes comme Marie Leroy, des milliers, il y aura plus de choses de toute façon. Et on voit que dans les quartiers ou sur le terrain, quand il y a une personne qui est initiatrice qui part, le projet part avec. Donc, il y a une nécessité quand même de capitalisation, de transmission. Et là, moi, je pense qu'il y a aussi en fait, Institut Émilie Châtelet l'a fait aujourd'hui. C'est qu'il faut quand même qu'on puisse avoir des lieux où les pensées théoriques puissent rencontrer les expériences. Mais après, je dirais qu'il faut aller plus loin dans cela pour faire une réflexion sur la reconnaissance de l'expertise aussi associative dans ce domaine, dans le bon sens du terme, sans nier les apports de la recherche. Ça veut dire créer des ponts entre ces différentes choses et en même temps ajouter les acteurs politiques, puisque les acteurs politiques sont très nécessaires. L'action sur la région Île-de-France avec les lycées ne pouvait pas avoir une telle envergure où là... si les académies n'étaient pas d'accord. Et les académies ne pouvaient pas être d'accord s'il n'y avait pas la région Île-de-France et la vice-présidence des lycées. Vous voyez, il y a quand même un travail de communication horizontale et verticale. Et tout le monde, c'est pourquoi c'est assez interculturel, puisque ça fait intervenir la culture politique, la culture institutionnelle, les gens aussi la question de la culture de l'éducation nationale, qui est en soi quand même une culture qui est ancrée, et après les chercheurs, les gens qui sont aussi des militants, effectivement, comment on pourrait arriver à créer une synergie. Ça, c'est la première ressource et parfois le premier obstacle. Et chaque fois qu'il y a un proviseur ou une proviseure, comme on a vu, qui est motivé, l'action marche beaucoup mieux que quand il y a un obstacle ou une résistance. Ça, c'est clair. Après, deuxième obstacle, c'est l'absence d'une approche complexe, puisque parfois on se limite dans des réflexions un peu trop globales et on n'arrive pas à diagnostiquer là où il y a besoin des choses plus complexes. Et il n'y a pas des outils aussi pédagogiques très élaborés là-dessus. En fait, il faut qu'on puisse aussi, en s'inspirant de l'expérience d'ailleurs, y compris Belgique, Canada, etc., de trouver une valise pédagogique qui réponde à des différentes... ça, c'était la question qui a été posée là,
dans la dernière table ronde, si face à des extrêmes qui font une communication bien ciblée, avec des outils, je dirais, entre guillemets, bien travaillés, avec beaucoup d'argent d'ailleurs, des moyens, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a pas mal d'argent qui a été derrière la mobilisation pour les journées de colère. Ce n'est pas seulement la simple conviction de quelques éléments extrêmes qui a marché, il y a quand même pas mal de moyens financiers. Donc nous ne l'avons pas, on le sait, mais à mon avis, on pourrait quand même réfléchir sur une stratégie plus intelligente. Et dernière chose que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de parasitage par rapport à la question de la pédagogie du genre, des pensées démagogiques bien sûr, mais il y a aussi le fait que de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait les réflexions plus poussées pour articuler une pensée féministe avec une pensée antiraciste et une pensée contre les extrémismes religieux. Donc là, les questions des élèves dans les lycées, les questions de l'équipe éducative le démontrent. Même les adultes sont assez désarmés par rapport à des enjeux actuels qui demandent quand même des réponses autres que des réponses en disant oui, les stéréotypes du genre. Donc il faut une réflexion politique plus élaborée et les acteurs d'éducation nationale ou les animateurs et les éducateurs ont aussi besoin d'une formation poussée. Je vous donne un exemple d'une dernière réunion qu'on a eue, dans une ville, et je vous dis que les éducateurs et les animateurs se sont levés en disant qu'est-ce que ça veut dire, c'était bien avant les journées de colère quand même. Donc qu'est-ce que ça veut dire être égaux? Est-ce que ça veut dire que nous les hommes sont des violeurs potentiels? Est-ce que ça veut dire, c'était pas un éducateur de telle origine, c'était un éducateur d'origine contrôlée, je dis entre guillemets, ça veut dire de trois générations françaises. Et donc effectivement, c'est ce que je lui ai dit, il y avait une confusion dans sa tête entre la question de l'égalité et identité. Et donc quand on l'a travaillé, il m'a dit, je n'avais jamais réfléchi sur cette question par rapport à cela. Et effectivement, il y a des angoisses, il y a des confusions qu'il faut travailler. Et je pense vraiment que sur le terrain éducatif, pas seulement à l'éducation nationale, les animateurs, les éducateurs ont besoin vraiment des échanges très poussés sur cette question. Et en plus, ce que nous démontrent nos actions multiples, c'est que les gens sont demandeurs de débat sur ce sujet. Les gens ne fuient pas ce débat. Il faut seulement y être prêt, y aller en utilisant tous les éléments possibles, y compris les démarches comme la barbe ou les autres démarches qui peuvent varier d'un échange avec les éléments théoriques jusqu'aux les éléments artistiques, etc. Donc en tout cas, il ne faut pas hésiter à réfléchir, à réinterroger de manière critique nos propres pratiques tous les jours. Puisque le terrain change, nous devons changer avec. Merci. Merci beaucoup. Gladys Bernard pour la barbe. Merci. Je vais essayer de faire bref parce qu'il y a beaucoup de choses que je retrouve dans les autres réponses à cette troisième question. Donc, nous aussi, nous sommes face à un public demandeur qui vient nous solliciter. Donc, les obstacles au niveau du public, nous ne les rencontrons pas vraiment. Le seul obstacle, comme le disaient les collègues, c'est l'immensité de la tâche, finalement, puisque le féminisme reste à l'école une question encore un peu une terra incognita, sur lequel il y a beaucoup de demandes assez croissantes, tous azimuts. Donc, le deuxième obstacle, c'est que paradoxalement, si les demandes augmentent d'une petite partie de jeunes, la masse reste telle qu'on la voit dans la classe. Là, je prends ma casquette maîtresse de conférence. On voit dans la masse étudiante, de jeunes étudiants, un public assez peu concerné, qui hésite finalement entre
une sensation, une non-conceptualisation des situations d'inégalité. Ah oui, mais elle a été victime de violence, mais t'as vu comme elle s'habille. Ce genre de réflexion, de non-mise en relation des phénomènes de violence avec les phénomènes de genre, ou de non-mise en relation des comportements au sein même des classes étudiantes. Hein, le fait que mes étudiantes n'ouvrent pas la bouche et répondent très bien, mais par écrit, alors que la parole en classe est plus facilement monopolisée par les garçons. Il faut aller chercher, en général, en majorité, les étudiantes pour les faire parler. Et elles n'ont pas conscience de ne pas parler. Et moi-même, en tant qu'avant la barbe, je n'avais pas conscience que à mes questions répondaient essentiellement les garçons. Ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Et je ne m'étais pas rendu compte non plus que je ne posais pas non plus le même type de questions aux étudiantes et aux étudiants. Donc en fait, le prolongement, vers quoi peut-on aboutir ? Moi, en fait, le travail au groupe éducation à la barbe m'a vraiment ouvert les yeux, m'a permis vraiment de travailler sur cette notion d'empowerment, de prise de parole. Et du coup, j'ai eu envie de le transcrire dans mon expérience au sein de l'université. Et pour éviter ce que j'ai eu, des commentaires souvent d'un sexisme assez confondant de la part d'étudiants qui pourtant se pensaient féministes et qui pouvaient encore en 2014 commenter des scènes d'adultère commises par une femme, ce sont toutes des salopes, enfin des étudiants de première année d'histoire qui se disaient tout à fait féministes et qui ne voyaient pas le machisme empreint dans le sexisme empreint dans leurs propos. Donc pour commencer à faire bouger les lignes, j'ai essayé dans mes étudiants, j'ai 60 à 70% d'étudiants, j'enseigne l'histoire romaine, je ne suis pas du tout en genre, parce que je spécialise de la Légion romaine. Donc je m'étais pas rendu compte jusqu'à assez récemment que j'étais moi-même une espèce d'exception. Hein, donc quand on est une femme antiquisante, déjà on est peu nombreuses, hein, on est 20 à 30%, enfin on est 50% au niveau maître de conf, 20 à 30% au niveau professeur. Et puis on étudie la religion, hein, enfin la sphère privée ou pas la Légion. Donc j'ai commencé à essayer au niveau de la forme d'enseignement, de lutter contre l'inhibition orale des étudiantes. Donc j'ai des préparationnaires CAPES qui vont donc passer le CAPES d'Histoire-Géo dans des jurys qui sont à 90% des jurys d'hommes. Et j'essaye vraiment de faire une incitation systématique. Je fais passer les étudiantes en premier à l'oral pour rattraper le retard. On constate au niveau de tous les concours des retards, des décrochages, que ce soit à l'ENA, l'ENS, au CAPES, un décrochage entre l'écrit anonyme et l'oral, où nécessairement son sexe et le genre est dans la plupart des cas assez évident. Donc, pour lutter contre ça, j'ai vraiment essayé de faire un coaching particulier pour les filles, hein, lutter contre le manque de confiance, le manque d'estime et de cette attitude de dévalorisation qui fait qu'une fille, à niveau égal à un garçon, va toujours se contenter d'un diplôme et ne va pas vouloir passer un concours. Déjà, l'étape concours est difficile à faire admettre. Il y a beaucoup plus de peur et de crainte, majoritairement infondées. Et au niveau du contenu de l'enseignement, au niveau d'histoire ancienne, j'essaye de faire le niveau L1, le premier niveau, au niveau également jusqu'aux certifiés stagiaires qui vont enseigner en collège, des séances consacrées à la citoyenneté masculine pour bien faire une différence que les programmes d'histoire ne font pas entre le suffrage universel et le suffrage universel masculin. Hein, quand on parle de suffrage universel au niveau du 19e siècle, et rares sont les manuels qui précisent suffrage universel masculin. Donc, faire un enseignement toujours genré et parler du rôle, du statut des femmes et des hommes en tant qu'hommes dans la cité. Ne pas se conforter dans le neutre. Expliquer en fait comment les inégalités ont été consacrées au niveau législatif et religieux dans l'histoire de la cité. Essayer de comprendre ce que c'est qu'un système patriarcal. Voilà, pour conclure, quand j'ai annoncé ça tout fièrement récemment à mes certifiés stagiaires qui se débattaient avec leur premier cours d'histoire, ils m'ont dit encore un cours d'histoire des femmes. Alors je leur ai demandé après ce qu'ils avaient eu comme cours, rien. Et je leur ai demandé, deuxième question, j'ai fait, au fait, vous savez qui est Émilie du Châtelet ?
Et là, je n'ai eu aucune réponse dans la salle de gens qui ont obtenu le CAPES d'histoire. Donc je me suis dit que c'était pas complètement inutile. Voilà. Maintenant, à la salle, nous ouvrons le débat. Place aux questions, ici. Et merci. Laurence de Joigny, Cercle Interel. Moi, j'ai une question pour Dimitri Lentulus. Je voudrais que vous nous racontiez ce qu'ils disaient, les garçons, face à ça, face à ces témoignages de femmes, ces parcours de femmes, et d'où ils sont partis, où ils sont arrivés dans leur discours. Je réponds tout de suite ou... Alors, oui, y a-t-il une autre question? Eh ben, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient? Alors déjà, c'est vrai que leurs propos étaient assez violents envers les femmes. Et ils avaient une représentation de la famille qui était très particulière. Par exemple, déjà, selon eux, il était impensable qu'une fille fasse des études d'électrotechnique. Donc, lorsque l'on a vu débarquer Pauline Barthélémy, ingénieure en électrotechnique, qui était passée par un CAP, par un bac pro en électrotechnique comme eux, ils lui ont dit, mais de toute manière, vous avez fait des études dans ce domaine-là, mais vous n'êtes jamais allé sur le chantier. Elle a dit, bien sûr, parce que pour valider mes études, j'étais obligée d'aller sur le chantier. Donc, elle leur a prouvé, par des termes techniques qui se comprenaient entre eux, que en effet, elle avait franchi toutes ces étapes et que en effet, elle s'était retrouvée dans des classes de garçons comme eux, et qu'elle avait dû s'armer de patience pour pouvoir finir ses études. Donc c'est vrai que il fallait souvent les reprendre au début, parce que c'est vrai que pour eux, j'avais envie de dire que c'était un peu intégré en fait leur manière. Pour eux, c'était normal ce qu'ils me disaient, alors que je leur montrais qu'ils n'auraient pas aimé qu'on parle comme ça de leur mère ou de leur sœur. Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure, ils ont commencé à mettre les formes et à changer de représentation par rapport à ce qu'ils pouvaient dire au tout début. Et je pense que ça a été la grande richesse de ce projet. Alors, les termes, je vous avoue, moi, j'ai une capacité à occulter les comment dire... Comment ? Alors, franchement, je serais incapable de ressortir les termes qu'ils utilisaient. Je sais juste que, c'était relativement violent sur la manière de concevoir la femme. Pour eux, la femme a été assignée à un rôle dans la société et elle n'avait pas à en changer parce que sinon, par exemple, c'était si ma fille demain, elle me dit qu'elle veut faire déjà des études d'électrotechnique, c'est impossible. Déjà, elle n'a pas la force de pouvoir tirer des câbles, puisque c'est une des fonctions principales. Elle n'a pas la force de tirer les câbles, et en plus, elle n'a même pas à me dire qu'elle fera des études en électrotechnique parce que c'est un métier pour les gars. Et donc, un métier pour les gars, ça reste un métier pour les gars, donc pas de filles. En fait, c'était aussi en leur présentant le projet, j'avais un peu l'impression que c'était périlleux au début parce que je remettais aussi en cause leur image de ce qu'était un homme. Donc un homme avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire toutes ces questions de virilité, etc. Et donc au fur et à mesure, c'est vrai que leurs questions, leur positionnement a un peu changé. Et ils se sont dit, ah oui, c'est vrai, cette femme, Pauline, elle est venue, parce qu'elle était très féminine en plus, si je puis m'exprimer comme ça, mais... Oui, non, mais... En fait, non mais c'était ça qui était assez intéressant, c'est que en fait ça a vraiment remis en cause leur image parce que ils l'ont vu arriver, parce que ça a été la première réflexion après. Ils m'ont dit oh là là, elle était en talons, tout ça, les ongles bien faits et tout, et en plus elle fait de l'électrotechnique, donc c'était intéressant parce que ça remettait vraiment en cause cette idée de
c'est pas notre apparence, c'est pas le fait d'être un homme ou une femme qui fait ce que l'on est. Et donc, au fur et à mesure, ça a changé. Et ils en sont même venus à me demander, mais monsieur, vous êtes féministe ou pas? Donc, c'était vraiment intéressant parce que voilà, quand les dégommeuses sont venues, c'était à leur proposer de faire un match qui malheureusement n'a pas eu lieu parce que j'ai réussi le concours, donc je suis parti de mon établissement. Mais donc il y avait un match qui était prévu et c'est vrai qu'ils se sont dit, il va falloir qu'on s'entraîne parce qu'elles ont l'air d'être très techniques. Donc c'est vrai que du coup, pendant tout le projet, on a bousculé les représentations, on a bousculé les idées reçues. Et là, pour une fois, on n'était pas sur le papier, on n'était pas dans la théorie, on était vraiment dans le contact, et ils voyaient vraiment que ces gens avaient une trajectoire, et c'est pas pour autant qu'ils ne pouvaient pas parler à ces personnes-là, parce que c'est vrai qu'au début, par exemple, par rapport à l'homosexualité, c'était un peu délicat pour eux, parce que ils avaient encore là des idées reçues, et que au final, elles étaient sympas. Donc voilà, ils ont appris à mettre des mots et à formuler leurs craintes. Et c'est parce qu'ils ont réussi à formuler leurs craintes qu'on pouvait désamorcer aussi leurs craintes. Donc voilà. En fait, pour le vocabulaire, si vous les cherchez, il faut regarder dans le milieu adulte aussi. C'est pas que les jeunes. Ça veut dire qu'en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas... D'après nous, on a vu 7000 jeunes, ou en plus des collèges, etc. C'est toujours les mêmes choses. Hein, que ça se passe dans les autres milieux d'adultes. C'est le même regard, c'est les mêmes représentations. Donc, il n'y a pas une spécificité jeune dedans. Moi, je ne vois pas, en tout cas. C'est les mêmes préjugés, les mêmes clichés qui sont portés par les adultes. Et d'après, les enfants, de toute façon, l'apprennent quelque part. Hein. Et sur l'homophobie, c'est la même chose. C'est toujours des clichés qui ressortent. Ça veut dire que les nanas sont bien là où elles sont. C'est même pour la protection des femmes qu'il faut faire. C'est le même discours des intégristes, par exemple. Et c'est exactement les mêmes clichés qui ressortent tout le temps. Donc, je pense que c'est pas... Sauf que, par exemple, par rapport à certaines pratiques, les jeunes les nomment autrement. Sur les pratiques pré-prostitutionnelles, par exemple, qui sont maintenant, à cause de ce développement de culture pornographique, qui sont banalisées. Il y a le nombre de pigeons, il y a le nombre de... Voilà, il y a des appellations qui changent. Mais les réflexions sont exactement les mêmes que vous allez trouver si vous faites un peu attention dans votre milieu propre de travail. Merci beaucoup. Il y a une question là-bas ? Est-ce qu'il y a un Et micro ? je voudrais dire une chose sur les termes. Le planning familial, comme SOS Homophobie, quand ils font des interventions scolaires, ont un passage où ils font passer, enfin, ils donnent des papiers et les jeunes peuvent faire des questions ou des remarques anonymes. Et aussi, je pense que le planning familial en a encore dans ses tiroirs. Je sais qu'SOS Homophobie en sort certains sur les rapports. Et on peut toujours leur demander, donnez-nous... il y a eu un DVD qui a été fait par... une personne qui a filmé les assises, là, qui avait relevé justement les textes des jeunes lors des interventions de SOS Homophobie. C'est intéressant quand même à lire. Et certaines sont sur le rapport annuel, on peut les retrouver. Oui, Voilà. Hélène Gossel, j'aurais juste voulu savoir pourquoi vous n'avez pas invité, par exemple, une DRH femme dans un milieu homme. Pourquoi pas une ouvrière dans un milieu homme? Il me semble que ça s'adresse essentiellement, vous avez parlé essentiellement d'enfants, d'adolescents, de profs à la limite, mais je pense que ce côté genre existe beaucoup dans l'entreprise. Bien sûr. Là, nous étions sur la pédagogie pour tous, donc des acteurs qui développent des outils et des dispositifs pour pouvoir promouvoir. Bien sûr, elle va faire appel éventuellement à des associations pour venir la soutenir et créer quelque chose au sein de son entreprise. Oui, Bien sûr, il y en a. Hein. Mais absolument, il existe et je pense que c'est un champ quand même à réfléchir de manière quelle pédagogie adopter par rapport à l'entreprise. Mais ça, c'est tout à fait... Mais effectivement, ici, on a été dans le champ plutôt éducatif et social qui est assez élargi.
Mais il y a également de réflexion au niveau d'entreprise. En tout cas, je vous invite aussi à aller sur le site de l'ADRIC pour trouver encore plus d'éléments ou autre chose. Mais tous ces champs-là, ce qu'on peut constater, c'est que c'est assez développé, mais disparate. Donc après, il faut peut-être faire un état de lieu des outils existants aussi par ailleurs et partout. Après qu'on puisse discuter, mais déjà, pas mal de choses ont été dites ici qui peuvent s'adapter aussi au milieu d'entreprise, puisque c'est le même problème toujours. Bonjour, Irène Ansari, je suis la coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. Donc, je voulais tout d'abord remercier l'Institut Émilie de Châtelet pour ces assises qui sont d'ailleurs, comme les années précédentes, très importants. Ils traitent des sujets vraiment dans le cœur d'actualité. Et remercier aussi les intervenants qui nous ont fait part d'un répertoire d'actions assez riche et vivant au milieu scolaire. Mais pourtant, j'ai senti un manque de la présence des représentants du ministère des droits des femmes ainsi que l'éducation nationale. D'autant plus que l'abandon de ABC égalité, la question de genre, face à l'offensive, donc le ministère a pris une position plutôt défensive. Moi, je pense que leur présence était nécessaire cet après-midi. Donc, ma question va vers les organisateurs ou organisatrices pour savoir est-ce que c'est une volonté ou c'est eux qui n'ont pas répondu à cette invitation. Je pense qu'on n'a pas encore avalé la pilule d'abandon de ABC Égalité et cet après-midi a montré que c'est le besoin d'aborder ces questions au milieu scolaire. Merci. Je répondrai très vite. Quand on a commencé à préparer ces assises, on voyait le vent, on voyait le boulet arriver. On ne l'avait pas encore reçu dans la figure. Et on savait bien que les ABCD de l'égalité n'allaient pas être abandonnés. Mais vraiment, quand on a commencé à inviter, à monter les assises, on ne pouvait pas dire « nous savons que vous allez tout lâcher ». Ce n'était pas possible. Donc, on n'a pas pu inviter des personnes qui étaient politiques à l'époque. Et aujourd'hui, c'est très délicat de leur dire, de leur faire venir en disant vous avez accepté de tout abandonner, maintenant expliquez-vous. Quoi. Politiquement, ce n'était pas jouable. C'est difficile de dire, pardon ? On voulait, du positif, ça c'est certain, mais c'est aussi très difficile de dire on craint, et je pense qu'ils le craignaient aussi, mais tout ça c'est sur des non-dits qu'on ne pouvait pas de faire. Complètement enterrés, me semble-t-il, mais vont avoir intérêt à avancer masqués, c'est tout. Non, pas du tout, non. Il y a un plan, excusez-moi. Il y a une convention, c'est oui. Et Chala fait partie des... Et on approfondir ça dans les enseignements aussi. C'est ça quand même qui a suivi la fin des ABCD d'égalité. Voilà, c'est bon. Mais tout à fait, il faut. Moi, je parle en tant qu'une personne qui est complètement neutre et indépendante, et j'ai mes propres critiques, mais il faut savoir que avec cette offensive-là, et je pense que c'est malheureux de manquer, ça veut dire que même d'avoir l'air défensif, c'était pas approprié, ça c'est le premier point. Mais deuxième point, c'est que c'est pas un abandon total, ça veut dire en fait il y a un plan de l'action sur l'égalité qui a été, d'après mes informations. Et comme j'étais sur le niveau local, par exemple, à la ville de Stans, qui n'est pas du tout, ça veut dire que c'était pas du tout dans la défense du gouvernement, mais les personnes de l'éducation nationale ont parlé quand même d'un plan de l'égalité, de travail sur l'égalité qui va être avec des actions conséquentes. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se dit. Ça, c'est l'affaire de l'après. Mais déjà, on ne peut pas parler d'un abandon total. Je crois que tu avais un témoignage au niveau des DRH. Oui, je vais prendre... non, c'est juste la question DRH. Ça nous a fait tout de suite sursauter avec Anne-Marie, puisque page 62 du livre de la Barbe, un discret coup de pub. Donc, la Barbe s'était invitée à une réunion de DRH, un colloque animé par Challenge, un cabinet,
qui s'intitulait DRH, la transformation d'entreprise, rupture et perspective, et 100% des participants à ce colloque étaient des hommes. Voilà. Pour un métier qui compte pour la direction, les DRH niveau directeur, 75% d'hommes, alors que au niveau responsable ressources humaines, on a moins de 40% d'hommes. C'est-à-dire quand les hommes font des ressources humaines, ils sont directeurs, ils ne sont pas responsables. Les femmes sont toujours responsables, mais et jamais directrices. Donc voilà, ça nous a fait sourire parce que le milieu des DRH nous a rappelé des bons souvenirs. Un petit déjeuner délicieux. Et au niveau, j'entends au niveau des aspects formation obligatoire sur le genre, au niveau cadrage, dans la responsabilité du master MEF qui m'incombe, donc on travaille avec les SP et je vois au niveau local, on les attend ces formations. C'est-à-dire elles sont définies, elles sont dans les maquettes de diplôme, elles sont contenues. Mais après, je sais que la situation est très compliquée cette année, étant donné les différents types de stagiaires, les différents types de parcours. Mais au niveau de l'enseignement secondaire, donc professeur, collège et lycée, je crains que quand même la majeure partie des étudiants passent à travers, en fait, parce que cette année de mise en place, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore dans toutes les SP, et pourtant à Créteil, on est quand même en pointe, mais je crains que toutes les SP n'aient pas eu le pouvoir. Deuxième petite remarque, on a failli quand même barber l'ESP de Bordeaux qui a fait des réunions à l'intention des directeurs d'école avec 100% d'intervenants masculins. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de cette journée. Nous remercions très vivement nos intervenants et intervenantes, notre intervenant et nos intervenantes. Un verre de l'amitié vous attend là-haut et puis nous pouvons continuer à discuter ensemble, à élaborer une politique positive sur le genre et pour démolir la manif pour tous. Prenons.